Des réflexes propriétaires qui font que je ne vais pas te donner la base de données de mon hôpital parce que tu es dans un autre hôpital. Et donc, il y a un projet du gouvernement Macron qui s'appelle le Health Data Hub. Donc, c'est en gros une plateforme des données de santé qui a pour vocation de fluidifier tous ces accès et de permettre à tous d'accéder aux données de santé et d'en accompagner la valorisation parce que ce n'est pas simple des données de santé. Alors, qu'est-ce que le SNDS? Pour répondre à la question de Marc, le SNDS, c'est Système national des données de santé. Donc, avant, on appelait ça les fameuses données de la sécurité sociale. En fait, ce n'est pas que la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous allez avoir les données qu'on dit du DCIR, donc les données de consommation interrégime. Ça, c'est tout ce qui se passe en ville. Vous allez à la pharmacie pour acheter une boîte de médicaments, vous allez faire une échographie cardiaque, vous faites une consultation externe. Est-ce que c'est possible de retirer sur mon écran? Je me vois et ça bloque un bout de la slide. Vous allez avoir les données du CEPI-DC. Donc ça, c'est le registre des décès. Quand un docteur remplit une cause de décès au moment où le malade meurt, et ben c'est remonté dans un registre. Vous allez avoir des données qu'on appelle référentielles. Ça, c'est quoi? Ben ça, c'est la liste des médecins qui sont cardiologues et leur numéro finesse et compagnie. Et puis, vous allez avoir toutes les données du PMSI. Donc, PMSI, c'est tout ce qui est généré en hospitalisation. La patiente est entrée en hospitalisation dans un service de médecine interne de telle date à telle date. Et il y a eu tels diagnostics principaux qui ont été associés. Bon, c'était une décompensation de diabète. Et puis, il y avait aussi dans les diagnostics associés de l'obésité, un érésipèle et compagnie. Donc, tout ça, ça forme le SNDS. Alors, le SNDS, c'est une richesse qui est absolument unique au monde. Aucun pays au monde n'a quelque chose d'aussi complet et exhaustif que notre SNDS. Il faut savoir qu'il couvre 98% de la population. Ça fait 68 millions de personnes. C'est absolument colossal. Donc, on n'a rien à envier aux pays nordiques. On dit toujours qu'ils ont des super beaux registres, etc. Nous, on a quasiment 70 millions de personnes pour lesquelles on a ces données. On est dans un des systèmes de santé au monde que beaucoup de pays nous envient, qui est malgré tout un système parmi les plus performants au monde et dans lesquels on a un accès aux soins. Alors certes, il reste des disparités, mais qui est quasi universel. C'est-à-dire que quand vous regardez les données de Medicare, enfin les données du CIR aux États-Unis, et puis que vous commencez à faire de l'analyse de données, on voit que le premier facteur d'aller mal quand on a un cancer du sein, c'est de ne pas avoir d'assurance. Et ben nous, on a de la chance de ne pas avoir ce type de données. Quand on va regarder nos données du SNDS, et ben comme globalement, la quasi-intégralité des patients va être prise en charge, quel que soit leur revenu, etc., on peut vraiment évaluer des données de santé et pas que des données de combien j'ai d'argent et combien j'ai d'assurance. Alors, le cancer du sein, c'est vraiment un sujet, c'est un champ qui est particulièrement pertinent à étudier dans le SNDS. Pourquoi? Parce qu'un cancer, c'est déjà un diagnostic histologique. Ce n'est pas quelque chose qui va être le diagnostic d'une infection urinaire, ça va être fait sur un ECBU. Vous n'aurez jamais le résultat avec la bactérie dans le SNDS. Or, une biopsie, on sait que c'est codé. Et en général, quand vous allez avoir une biopsie, va être facturée aussi l'immunohistochimie pour faire RE, RP et HER2. Et donc, ça donne un faisceau d'arguments qu'on pense qu'il se passe quelque chose. Une biopsie sur un site qui s'appelle le sein, plus de l'immunohistochimie derrière, ça ressemble à un cancer du sein. Et puis, il y a des multiples traitements, c'est-à-dire qu'en général, vous n'allez pas que avoir la biopsie pour votre cancer du sein, vous allez souvent avoir derrière de la chirurgie, de la chimio, des rayons, etc. Et donc, tous ces événements, ça va faciliter la détection dans le SNDS de la pathologie cancer du sein. On a une autre force quand on s'intéresse au cancer du sein, c'est qu'on a des traitements qui sont quasi spécifiques de la maladie. Il n'y a aujourd'hui pas vraiment d'autres indications de recevoir du tamoxifène et de l'inhibiteur de l'aromatase que si vous avez un cancer du sein. C'est vraiment presque pathognomonique d'avoir un cancer du sein quand on retrouve ces médicaments délivrés en pharmacie. De la même façon, vous allez avoir le trastuzumab qui est relativement spécifique d'un cancer du sein HER2 3 croix. Je vois Marc qui fait comme ça. Oui, modulo quelques cancers gastriques, blablabla, etc. Mais quand même, on aura toute la séquence avant qui nous aidera à préciser que c'est un cancer du sein. Et dès qu'on a, en fait, on a tellement de malades dans le SNDS que dès qu'on a des discordances, on peut se permettre d'écrémer et de dire celle-là, on les vire parce que l'histoire ne colle pas. Donc, ça, c'est aussi incroyable, cette histoire des traitements, parce que ça va nous permettre de considérer comme des proxys de la biologie les traitements que les patientes reçoivent. Alors, c'est vrai à quelques exceptions près, les toutes petites tumeurs tellement petites qu'on se dit les RH+, mais on ne va pas donner d'hormonaux. Mais quand même, je vous le fais court, en gros, ça marche.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que le cancer du sein, c'est une maladie, comme vous le savez, qui a une évolution très longue. Ça va être émaillé d'événements pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et on se doute bien que toutes les patientes qui sont traitées dans un centre pour un cancer du sein ne vont pas pouvoir être suivies dans ce centre pendant les 25 prochaines années. Et donc, du coup, leur parcours va se passer souvent à la phase initiale dans un centre de traitement, puis après, elles vont aller en ville. Et donc, la fin de l'histoire, souvent, se raconte en ville. Elles peuvent aussi déménager, etc. Donc, c'est particulièrement pertinent d'avoir un système qui agrège la totalité des données françaises. Alors, le SNDS, donc, il offre une vue exhaustive du cancer en France. Il reflète vraiment la vie réelle, c'est-à-dire que tout le monde, là, ici, dans cette salle, est dans un centre de référence. Dans le centre de référence, on a la base de données de son propre centre de référence. Et donc, on pense qu'en France, tout le monde est traité à peu près comme ça. Ce n'est pas vrai, en fait, puisque, par définition, ne peuvent s'offrir des bases de données que des centres de référence. Donc, c'est là où, grosso modo, les patientes vont être le mieux prises en charge. Et donc là, on va avoir vraiment la picture de l'intégralité du cancer du sein en France. Ça donne une puissance statistique qui est complètement exceptionnelle, et puis ça va surtout donner des données qui seront actualisées quasiment en temps réel. Alors, il y a une histoire de 2 mois, le temps que ce soit déversé après les remboursements de soins, etc. Mais à la différence d'une base de données traditionnelle où vous avez un arc qui doit renseigner chaque année, est-ce qu'elle est encore reçue, est-ce qu'elle est encore vivante, etc. Et bien là, en temps réel, une patiente, un décès, etc., tout ça, ça remonte de manière passive dans le SNDS. Et donc, c'est un volume qui est titanesque comparé aux bases de données des institutions. J'ai fait, ça c'est juste une illustration, c'est pour montrer, si on considère une base de données absolument parfaite de 6000 patientes structurées, annotées, donc c'est le tout petit carré en haut à gauche, et ben, vous voyez à peu près le volume, ça représente 1% du volume de, si vous prenez les 10 dernières années du SNDS de 2009 à 2019 avec un cancer du sein, voilà à peu près le ratio. Et même la fameuse base de données de 6000 patientes toutes belles, toutes propres, il n'y a pas grand monde qui l'a en pratique. Donc, c'est vraiment une ressource incroyable. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que c'est une base de données qui est propre. Et alors ça, ceux qui connaissent les bases de données, ils savent qu'il n'y a pas tant de bases de données qui sont propres. En général, c'est souvent très sale, les bases de données. Il faut passer des heures et des heures et des semaines et des mois et des années à nettoyer les bases de données. Et bien, le SNDS, il a été créé pour une vocation de remboursement, et donc c'est propre. C'est-à-dire que vous allez avoir ici... Alors, c'est propre, mais c'est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne navigue pas dedans. Ici, vous allez avoir un code de médicament. Donc, on voit ici code CIP. Donc, code CIP, ça va vous dire que ça va faire référence à une autre table des CIP. Et puis, ça va vous dire, là, elle s'est fait délivrer une boîte de Mopral. On va voir le prix unitaire du médicament. Là, c'était 7,28 €. Et puis, la date d'entrée des données dans le système d'information. Ce dont on n'a un peu rien à faire. Mais concrètement, vous allez pouvoir jointer ces informations à une autre table qui va vous dire, cette boîte de Mopral, elle a été délivrée à une autre date. Donc, enfin, une base de données qui est propre. Alors, il y a quand même un revers à ça. C'est quoi le côté obscur? Parce que si c'est si génial le SNDS, pourquoi on ne publie pas un New England par jour avec le SNDS? C'est que le SNDS, il renferme des données très sensibles. Les données sensibles, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations dedans que vous êtes à peu près sûr de réussir à réidentifier, si vous le voulez, votre voisin. C'est-à-dire que, typiquement, à Paris, ça paraît un peu, on se dit, mais non, on ne va pas y arriver. Mais on prend un petit village, puisqu'on sait où les gens, on a un proxy de lieu de résidence, on prend un petit village de 50 habitants, on regarde qui est affilié au régime des marins-pêcheurs et qui a à peu près 52 ans, et hop, je vais pouvoir aller voir tout ce que mon voisin a comme compte-rendu d'hospitalisation, enfin compte-rendu, non, comme code d'hospitalisation, et ce qui se fait délivrer comme médicament à la pharmacie. Donc, ça pose un problème de confidentialité et de sensibilité des données majeures, et du coup, c'est des données qui sont difficiles d'accès. On essaye de les faire ouvrir, mais il y a tout un tas de verrous. Alors, les verrous, c'est quoi? C'est que déjà, on va vous demander une formation obligatoire. En gros, 3 par an, il faut 3 mois pour s'inscrire, etc. Donc, c'est un vrai sujet qu'il faut avoir anticipé. Vous avez ensuite un parcours administratif. On vous demande un très gros dossier à remplir où on dit la question à laquelle je vais m'intéresser, ça va être le cancer du sein chez la femme jeune. Donc, il faut, remplir ce dossier. Ensuite, vous passez devant une commission votre dossier est envoyé à une commission qui s'appelle le CESRES, qui a 2 mois pour trancher, qui vous dit non, un avis réservé parce que dans tel paragraphe, vous n'avez pas compris ce que vous vouliez dire. OK, on repasse. Hop. Après, vous arrivez à la CNIL. La CNIL a 2 mois pour ne pas répondre, mais au bout de 2 mois, en général, vous envoie une notification pour dire en fait, on n'a pas eu assez de temps, donc il faut encore attendre 2 mois. Donc,
Au bout de 4 mois, si la CNIL n'a pas répondu, on considère que le projet est accepté. Et puis après, viennent les réjouissances de tout l'administratif, puisqu'il va falloir faire des conventions entre le centre qui va héberger ces données, la Caisse nationale d'assurance maladie, et puis les personnes qui vont traiter les données. Ensuite, il faut identifier les patientes qui ont un cancer du sein dans les données de la Sécu. Il faut réussir à extraire ces données et il faut réussir à les expatrier chez un hébergeur de données de santé. Et voilà pourquoi c'est si compliqué. Et voilà pourquoi, notamment, je vous parle des secrets du SNDS aujourd'hui, parce que typiquement, au bout d'un an, une année en thèse de notre étudiante en thèse polytechnicienne, on n'a toujours pas de données concrètement à lui donner sur les cancers du sein de sa femme jeune. Je vais quand même vous présenter quelques petits résultats préliminaires, mais voilà pourquoi c'est si compliqué. Le SNDS, c'est aussi un labyrinthe. Il faut savoir que pour un patient, vous allez avoir 800 tables avec lesquelles vous allez devoir jongler. Si je veux savoir si vous avez été hospitalisé en soins de suite et eu un arrêt de travail et mangé une boîte de Mopral et fait l'échographie cardiaque, tout ça, c'est une gymnastique en code avec des codes qui ne sont pas faits pour comprendre ce que ça veut dire. Ce serait trop beau que ce soit échographie cardiaque. C'est toujours des listes de codes qui renvoient à des listes de codes, donc on n'arrive rien à voir quand on ne connaît rien au SNDS. Ça nécessite une maîtrise parfaite de l'architecture de cette base et d'être toute la journée dans des dictionnaires de code CCAM pour dire comment on parle, quel langage pour savoir facturer une tumorectomie et un ganglion sentinelle. Et donc, on voit tout de suite que pour se balader dans ce labyrinthe, on va être obligé d'avoir une interaction entre les experts métiers, c'est-à-dire les docteurs, les soignants qui prennent en charge les patients, et puis des gens qui sont sacrément habiles pour se balader dans un labyrinthe comme ça en code informatique. Et donc, on arrive aux compétences pour naviguer dans le SNDS. Donc, déjà, on a un énorme volume de données quand on l'a vu. Et donc, ça, c'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des tables à plusieurs millions de lignes. Il faut des serveurs qui soient très puissants et des ordinateurs qui soient très puissants pour manipuler tout ça. Il faut aussi maîtriser l'algorithmique à un niveau avancé et c'est très complexe d'aller chercher toutes les informations dans différentes tables parce qu'une patiente... Vous avez une patiente, mais elle a pu se faire délivrer 9 boîtes de Mopral, d'accord? Donc, il faut arriver à agréger tout ça et à se balader dans ces informations. Et puis, ça n'a pas été pensé initialement pour être utilisé à des visées de recherche. Et donc, c'est difficilement interfaçable avec des logiciels usuels qu'utilisent les data scientists, style R et Python. Et enfin, il y a un vrai problème qui est la ressource de gens qui savent traiter ce type de données. Donc, les data scientists opérationnels est extrêmement rare. Et c'est pour ça que je vous ai mis un mouton à 5 pattes, parce qu'en vrai, ça existe vraiment très peu des gens qui savent faire et de l'informatique et de l'algorithmique à un niveau poussé, et puis qui peuvent comprendre des problématiques de santé. Alors, une fois qu'on a réussi à surmonter tous ces obstacles, il y a quand même des choses à faire. Alors, je vais vous présenter des résultats préliminaires de ce qu'on a commencé à faire en ayant touché un bout du doigt des données du SNDS. On a identifié une cohorte de femmes jeunes avec cancer du sein dans le SNDS. Donc, tout de suite, quand on est dans le SNDS, on dit « je m'intéresse aux femmes de moins de 45 ans », et pouf, vous avez une base de données de 45 000 femmes jeunes. D'accord ? Ce qu'on voit bien, d'ailleurs, c'est que le cancer du sein chez la femme très jeune, c'est quand même vraiment très rare, mais qu'on a une espèce d'exponentielle au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, on va pouvoir jouer avec une cohorte de quasiment 50 000 femmes jeunes. Alors, la première des choses, c'est de voir si on retrouve nos petits, d'accord ? C'est-à-dire de dire, est-ce que j'arrive à retracer l'histoire de ma patiente qui a un cancer du sein. Donc, on réussit à identifier des séquences de traitement, donc celles qui ont de la chimiothérapie néoadjuvante. On voit en bleu, c'est le délai avec lequel elles ont un diagnostic de cancer du sein. Et puis en bleu, on a représenté le délai avec lequel elles recevaient leur première chimiothérapie. Bon, je vois un pic à 30 jours. Ça colle à peu près avec la pratique de tous les jours. Et puis celles qui ont une chimiothérapie première, grosso modo, ça s'étale après dans le temps, mais elles sont opérées aux alentours de 7 mois après leur diagnostic de cancer du sein. Jusqu'ici, je retrouve ce que je connais du cancer du sein et de sa pratique de terrain. Et puis, il y a un deuxième cas, c'est le cas des patientes qui sont opérées puis qui ont leur chimiothérapie. Bon, là, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Je vois mon pic de chirurgie qui est à peu près à 1 mois après le diagnostic du cancer. Et puis après, entre la chirurgie et la chimiothérapie adjuvante, j'ai grosso modo 6 semaines. À vue de nez, ça colle avec ce qu'on connaît. Et puis, les patientes qui sont opérées seules, donc qui n'ont pas besoin de traitement en plus, on va avoir une chirurgie qui est aux alentours de 25 jours. Donc, premier contrôle qualité, on ne dit pas n'importe quoi quand on regarde dans le SNDS.
Alors, nous, on a un tropisme particulier pour les questions de fertilité et grossesse, notamment chez les femmes jeunes. Et donc, on a regardé si on arrivait à identifier les grossesses après cancer du sein et puis leurs issues. Eh bien oui, on arrive parfaitement parce qu'il y a tout un tas d'indicateurs dans le SNDS qui nous disent qu'une femme est enceinte. Elle peut faire des bêta-HCG, une écho T1, une écho T2, etc. Donc, c'est assez facile de récupérer une grossesse dans le cancer du sein. Et donc, ici, on a représenté sur ce graphe-là, donc on avait une série de 900 grossesses après cancer du sein sur cette cohorte de femmes jeunes. On arrivait à voir si la grossesse avait été menée à terme avec un accouchement ou pas. Et on voit des choses assez rigolotes, c'est-à-dire que là, on voit que les grossesses, elles peuvent survenir jusqu'à un âge avancé après cancer du sein. Regarde là, j'ai entouré en rouge les grossesses entre 40 et 50 ans. Ben, si on regarde, franchement, il y a autant de grossesses après cancer du sein après 40 et 50 ans qu'avant 35 ans, en grosso modo. Alors, bien sûr, ça ne tient pas compte de l'exponentielle que je vous ai montré au début du topo, qui montre que c'est beaucoup plus rare entre 40 et 50 ans, mais en nombre absolu, ce à quoi vous allez être confronté quotidiennement, ben, ça va plutôt être la grossesse entre 40 et 50 ans, enfin, en tout cas, au moins aussi souvent que celle entre 18 et 35. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que le suivi longitudinal est super facile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas à actualiser ces bases de données, donc on a tout en temps réel tout le temps. Donc on regarde la cohorte et puis on va voir les patientes qui ont leur cancer du sein en 2011, puis on aura toutes les données jusqu'à la date de la dernière extraction. Et là, on a regardé sur cette diapositive-là le délai en années entre le début de traitement et la date présumée de début de grossesse chez ces 900 patientes. Ben, c'est assez rigolo parce que on voit qu'en fait, la fameuse recommandation qui dit aux femmes « ne faites pas d'enfants avant 2 à 3 ans après votre cancer du sein », ça ne reflète absolument pas la vie réelle. Elles font leurs enfants quand elles veulent et elles ne demandent pas l'autorisation à l'oncologue d'aller faire leur bébé. Donc, on voit sur cette... on découvre, en regardant les données, qu'en fait, il y a vraiment un vrai écart entre la vie et puis ce que nous, on imagine que. Alors, on a un sujet qui nous est cher aussi, c'est l'étude des comédications chroniques, pour voir si le fait de prendre un médicament tous les jours, comme une statine, un antidiabétique, va modifier l'histoire naturelle de votre cancer. On dispose d'un jeu de données qu'on dit apparié entre les patientes de l'Institut Curie, donc on a à peu près, on va dire, 1000 patientes pour lesquelles on a le compte-rendu de consultation où on dit elle est diabétique, du coup elle a de la metformine. Et puis on a les données du SNDS qui correspondent à ces patientes. Et alors on voit quelque chose qui est assez rigolo, c'est que pour la majorité des drogues, en fait, c'est à peu près, il y a une concordance qui est assez bonne. C'est-à-dire que là, sur la partie gauche, donc en orange, on a représenté le nombre de patientes disant prendre un médicament qui joue sur les systèmes rénine et angiotensine. Et puis en gris, c'est est-ce qu'elles sont effectivement allées se le faire délivrer à la pharmacie. On voit une relative bonne concordance pour les drogues style statine, antihypertensaire, etc. Puis on voit des médicaments qui sont complètement sous-déclarés par les patientes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patientes qui prennent un médicament antiacide type Mopral, mais qui par contre ne le déclarent pas du tout dans le dossier médical, ou alors le médecin ne prend pas la peine de le marquer parce qu'il considère que ce n'est pas vraiment un vrai médicament, le Mopral. Et puis, on voit aussi des patientes qui vont dire prendre un médicament, puis qu'en fait, le prennent pas forcément tout le temps. Donc, on peut avoir un proxy de l'adhérence au traitement, ce qui peut être assez joli à regarder en matière de cancer du sein. On voit d'ailleurs, pour les courbes d'hormonothérapie, on voit vraiment une nette diminution au cours du temps. Elles prennent de moins en moins leur hormonothérapie au fil du temps. Et donc là, attention, c'est un peu compliqué, on s'accroche. Donc là, voici le projet de notre étudiante en thèse de Polytechnique. Donc, elle est en train de construire un algorithme qui vise à détecter les rechutes dans les données du SNDS. Donc, l'idée, c'est qu'elle prend en entrée une séquence d'événements. Alors, ce n'est pas forcément des traitements. Là, on a représenté les traitements pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc là, elle reconstruit, la patiente a de la chimiothérapie neoadjuvante, puis de la chirurgie, puis de la radiothérapie. Ça prend ça en entrée, une séquence d'événements. Et en sortie, l'algorithme, il va dire, est-ce que ta patiente a rechuté ou pas? Alors là, on regarde la séquence de cette patiente qui a eu sa séquence initiale. Il ne s'est plus rien passé pendant 8 mois. Et puis là, donc ici, bon, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais on a l'algorithme qui nous dit, à ce moment-là, il se passe quelque chose, ça décroche, et la probabilité qu'elle ait rechuté est en train de monter en flèche. Et donc, c'est effectivement ce qui se passe. Quand on regarde dans notre base de données à l'Institut Curie, on dit « bingo, c'est bon, elle a rechuté ». Donc là, avec une performance qui est relativement bonne, puisqu'elle a près de 90%, une performance de cet algorithme pour détecter les rechutes qui est à plus de 90%, notre étudiante arrive à dire « cette patiente-là
à récidiver, elle est très forte pour les détections de récidives métastatiques. Et donc, en d'autres termes, ce que vous voyez sur ce schéma, on a une ligne là qui représente la probabilité qu'une patiente ait rechuté. Ici, vous avez les vrais négatifs, c'est-à-dire c'est une patiente, j'analyse ces événements du SNDS, bon, là, elle a eu une mammo, là, elle a eu une boîte de Mopral, etc. Elle n'a pas franchi la ligne. Donc, mon algorithme ne dit pas cette patiente a rechuté. Elle a le droit de faire tout un tas de trucs dans le SNDS qui ne sont pas de la rechute. Okay, celle-là, je les classifie comme n'ayant pas rechuté, et en l'occurrence, elle avait raison. Et puis, sur celui d'après, c'est les vrais positifs. C'est cette patiente-là, hop, on lui a reposé un pack et pouf, elle a repris de la chimiothérapie. Elle, c'est sûr, elle a rechuté puisqu'il y avait en plus un délai de 5 ans par rapport à son dernier traitement de cancer du sein. C'est une récidive et l'algorithme réussit à... alors, l'algorithme est en train d'être amélioré et validé sur une cohorte indépendante, mais en gros, pour faire court, le sujet est qu'on arrive maintenant à détecter une rechute dans le SNDS. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va valider l'usage de ce SNDS pour étudier le cancer du sein. Alors, en conclusion pour le SNDS, c'est donc une architecture qui est très complexe. C'est très important de comprendre quelles questions on se pose, parce que si on navigue à vue et qu'on ne connaît pas la pathologie et qu'on ne connaît pas la question, on ne peut pas y arriver. Et donc, les projets ambitieux pourront se faire que dans une interaction entre les experts métiers que nous sommes et les data scientists. La difficulté d'accès aux données, c'est un énorme problème. C'est vraiment un vrai, pas un manque à gagner, mais un manque à chercher colossal qui est dommageable en premier lieu pour les patients, mais aussi les médecins et les chercheurs. Donc, on attend beaucoup de ce Health Data Hub pour qu'ils réussissent à ouvrir les données. Je ne sais pas si ce sera pour 2021 qu'on réussira à avoir un accès facile, puisqu'ils ont eux aussi beaucoup de difficultés. Ils en sont au deuxième recours devant le Conseil d'État. Et la ressource humaine, très clairement, elle est insuffisante aujourd'hui pour investiguer toute la manne de données qu'on a. Donc, les nouveaux médecins, ils doivent apprendre à coder parce que ça va être vraiment un pan de la recherche qui va s'ouvrir quand on va pouvoir naviguer dans ces données. Les ingénieurs et les data scientists, ils doivent aussi investir massivement le secteur de la santé et appréhender les spécificités parce que c'est plus compliqué qu'un autre secteur à appréhender. Et le chantier d'exploitation du SNDS dans le champ du cancer du sein, il est à ses débuts. Pour vous donner une idée, vous faites PubMed, cancer du sein et sécurité sociale française, il y a 7 articles. Quand on voit qu'il y a 600 000, une base de données de 600 000 femmes avec cette manne d'informations, c'est-à-dire qu'il ne s'est absolument rien passé par rapport au potentiel de cette base de données. Donc, il y a quelques prérequis pour faire ça. C'est bien sûr, il faut valider que quand on a de l'hormonothérapie, ça correspond bien à j'ai un cancer RH+. Il faut valider que quand on croit qu'on identifie une rechute dans le SNDS, c'est bien une rechute dans la vie réelle. Parce que si on ne valide pas ça, en fait, on va dire des choses sur des données médico-administratives, mais on ne sait pas si c'est vrai. Et puis après, ce sera vraiment la ressource parfaite pour des questions qui concerneront le parcours. Comment est-ce que je suis traitée à la phase initiale de traitement et aussi à la phase de surveillance. Ce sera une ressource idéale pour tout ce qui est les médicaments délivrés en ville, les traitements oraux, pour tous les problèmes de grossesse, toutes les études médico-économiques. Est-ce que je vais chez le kiné? Donc, ça veut quand même dire si je vais chez le kiné du bras 3 fois par semaine, probablement, j'ai quand même un lymphœdème. Si en plus, je me suis fait délivrer un manchon. Le retour au travail, etc. Donc, on aura une ressource qui est pour des questions bien précises. Bien sûr, on ne va pas faire de la qualité de vie dans le SNDS, mais ça reste une ressource qu'il va falloir exploiter dans les années qui vont venir. Et donc, il ne nous reste plus qu'à nous amuser. Je vous remercie pour votre attention.